Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du 7 Info. Nous sommes dimanche. Bonne fête de Ramadan à tous. Le 7 Info piloté ce soir par Abdoulaye Baro. Tout de suite, le journal du dimanche. Ce dimanche 24 mai, la fin du mois de jeûne musulman, la fête de Ramadan. Donc, pluie de messages ce matin à la place de la Nation où a eu lieu la grande prière dans un contexte de Covid-19. C'est dans le respect strict de la distanciation sociale que la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Fitr ce 24 mai. Dans un contexte national et international marqué par la Covid-19, la communauté a dû s'adapter. Dans son sermon, l'imam a rappelé aux fidèles la nécessité de respecter les mesures barrières pour freiner la propagation de la Covid-19. La prière était particulière. Nous avons essayé de mettre en œuvre les différentes mesures barrières, notamment les distanciations sociales. Nous avons pu le faire de notre mieux. Il faut reconnaître que par moments c'était un peu difficile vu le grand nombre qui arrive, mais Dieu merci, nous avons pu aussi tirer notre épingle du jeu. Donc si vous remarquez partout, il y avait des dispositifs de lave-mains, nous avons des gels, nous avons distribué sur place des cache-nez pour permettre à ceux qui n'en avaient pas de disposer de cache-nez pour ne pas mettre en péril la santé de tout le monde. Cette année, l'Aïd el-Fitr se célèbre en soutien à toutes les personnes qui souffrent au Burkina Faso afin qu'Allah les aide à surmonter leurs difficultés. Cette fête est placée sous le signe de solidarité avec l'ensemble des Burkinabés qui souffrent. Certains qui souffrent liés à la maladie, certains qui souffrent liés à la situation sanitaire. Donc nous avons placé cette prière sous ce thème. Et nous avons une pensée particulière à l'ensemble des acteurs qui travaillent pour que cette situation difficile-là soit annulée ou disparaisse, notamment les forces de défense et de sécurité, les agents de santé qui sont sur le terrain, qui se battent. Et nous saisissons cette occasion pour demander à Allah de nous préserver de cette grave maladie et de préserver notre pays de toutes les formes de dérives possibles dans la difficulté que nous vivons. Cette difficulté, nous la connaissons tous. C'est le mal terroriste, c'est le mal de l'érosion de notre cohésion sociale. Nous prions pour que Dieu, par sa puissance infinie, préserve notre pays de toutes les formes de dérives possibles. En plus du défi sanitaire, le Burkina Faso est toujours confronté à la recrudescence des attaques terroristes. L'imam El Hadj Mohamed Souroui a donc invité chaque fidèle musulman à poursuivre la prière individuellement pour que le Tout-Puissant aide le Burkina Faso à faire face à toutes ces difficultés. Trois invités ce soir. Nous serons avec le docteur Ousmane Diallo. Il est chirurgien au centre hospitalier régional de Kaya. Et il est là pour le compte du CIMEB, le syndicat des médecins du Burkina. Il sera également question avec Lionel Bilgo, analyste politique, et le député Tini Bonzi, président de la mission d'information parlementaire sur les mines. Donc, il sera question justement de cette mission d'information sur les mines, les résultats de cette mission. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce rapport. Tout de suite, retour sur Actu. La lutte contre la Covid-19 et le soutien des Émirats arabes unis qui a offert cette semaine un lot de matériel. C'est un cargo bourré de matériel médical contre la Covid-19 en provenance des Émirats arabes unis qui a foulé le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou ce 23 mai. Accueilli avec grande satisfaction par les autorités burkinabées, le don est du prince héritier des Émirats arabes unis. Il est composé de processeurs pour dépistage de la Covid-19, de gants, de masques et de réactifs. Du matériel médical remis sur le champ au ministère de la Santé par le directeur de cabinet du président du Faso. Vous savez qu'en ce moment, sur le marché international, ce sont des choses qui sont difficiles à voir et cet important appui va nous permettre d'aller de l'avant dans la lutte que nous menons contre cette pandémie-là. Vous savez qu'actuellement, nous sommes en train d'augmenter le nombre de tests
réalisés par jour. Et je n'ai pas le nombre exact des tests PCR. Nous allons faire le décompte, mais au regard des cartons que nous avons réceptionnés, je sais que c'est une quantité énorme et cela va permettre d'atteindre nos objectifs dans cette lutte que nous menons. Pour la présidence du face au geste de solidarité de son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed est la preuve des bonnes relations entre Abu Dhabi et Ouagadougou. Des relations vieilles d'une 50aine d'années et axées sur la coopération pour le développement. Premier invité donc de cette info, le docteur Ousmane Diallo. Il est chirurgien au centre hospitalier régional de Kaya et secrétaire général du syndicat des médecins du Burkina, section donc du centre nord. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Guébré. Merci de répondre à notre invitation. Alors, c'est quoi déjà le travail d'un chirurgien dans un hôpital, en quelques mots? Ok, merci bien pour cette question. Le travail d'un chirurgien dans un hôpital, il faut dire que le chirurgien, notamment le chirurgien généraliste, il s'agit d'une spécialité de la médecine qui s'occupe des pathologies chirurgicales. Le chirurgien généraliste, en l'occurrence, est lui-même, donc au sein d'un hôpital, le chirurgien urologue. Il est aussi le chirurgien traumato-orthopédiste, il est le chirurgien pédiatre et de surcroît, il est le chirurgien viscéraliste donc par excellence. C'est lui donc qui s'occupe de toutes les pathologies chirurgicales au sein de l'hôpital et bien sûr en se limitant donc dans le domaine de ses compétences. C'est dire qu'un chirurgien général donc, doit référer lorsque ses compétences sont dépassées, donc pour que la maladie chirurgicale puisse être prise en charge par une chirurgie beaucoup plus pointue. Voilà donc le rôle d'un chirurgien généraliste donc au niveau d'un hôpital. Quand on parle de pathologie vous concernant, par exemple, on fait référence à quoi, par exemple? Quand on dit pathologie, c'est pour dire les maladies chirurgicales. Les maladies chirurgicales, il y en a c'est une foule de maladies. On peut citer entre autres. Exemples de pathologies. Quand on prend, par exemple, si je prends le cas de la traumatologie, donc toutes les pathologies, par exemple les fractures, sont assimilées à des pathologies chirurgicales. Quand on prend la chirurgie viscérale, donc tout ce qui est pathologie qui demande à être opérée donc du ventre donc pour être soigné là et ça est appelé une pathologie chirurgicale. Quand on va dans la chirurgie pédiatrique, il y a des malformations. Les enfants peuvent naître avec des malformations et ces malformations relèvent donc de la chirurgie. Donc ce sont des pathologies chirurgicales. Les chirurgiens, il en existe beaucoup au Burkina? Les chirurgiens, nous pouvons dire, il n'y en a pas une foule en tout cas au Burkina, parce qu'il faut dire que dans notre contexte, il y a beaucoup de CHR qui n'ont pas de... Il y a beaucoup de prendre en charge les patients? Pour prendre en charge les patients, c'est les chirurgiens qui doivent le faire. Mais approximativement combien aujourd'hui? Le nombre exact, je ne peux pas le donner, mais je sais que ceux-là qui sont en activité, ils ne sont pas si nombreux parce qu'ils ne réussissent pas donc, à combler les besoins donc, de nos hôpitaux. À savoir, par exemple, le cas de notre CHR, donc je suis le seul chirurgien. Je peux citer d'autres CHR où ils sont tout au plus un ou deux où il n'y en a même pas de chirurgien. Donc c'est dire les CHR sans chirurgien? Oui, il y a des CHR qui n'ont pas de chirurgien. Et je peux citer l'exemple de Manfora. Le CHR de Manfora n'a pas de chirurgien jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire qu'il y a matière à recruter à ce niveau. Et je parle de cela parce que là, c'est aussi de pouvoir faire un état des lieux aussi de nos centres de santé. La dernière fois, on parlait de Wayougouya, mais Kaya, quelle est la réalité de la situation à vos niveaux en termes d'équipement, de ressources humaines? Le CHR de Kaya est à l'image donc des autres CHR du Burkina. En fait, ça veut dire que ce n'est pas un hôpital qui est bien nanti. C'est l'image de tous nos hôpitaux. Hein. Les manques sont multiples et je peux citer entre autres. Donc, par exemple, quand on prend les services médico-techniques, notamment donc l'imagerie et le laboratoire, qui sont même des poumons d'un hôpital. En fait, ce sont ces services-là qui peuvent faire rentrer beaucoup d'argent. Malheureusement, donc, dans ces services-là, il y a des insuffisances. Je peux citer, par exemple, pour ce qui concerne spécifiquement notre CHR, le service d'imagerie, donc, on n'a pas de scanner. Vous savez que le scanner... On n'a pas de scanner à Kaya? Il n'y a pas de scanner à Kaya, ça je vous le dis. Et la simple radio qui est là aussi, je peux dire, on a rénové. Bon, il y a eu une radiographie qui marche, mais malheureusement, elle connaît beaucoup d'insuffisances. Par exemple, les ruptures fréquentes en film de radiologie qui font que donc, les images radiographiques ne sont pas faites permanemment. Si je cite le cas des échographies, l'échographie également, ça fait partie donc, de l'imagerie. Donc, au CHR de Kaya, on a un échographe qui est fonctionnel, malheureusement. Donc, on ne peut pas réaliser une échographie
à l'hôpital de Kaya, parce que par manque donc, de médecins radiologues donc, pour pouvoir faire ces examens. Et donc, cela est dommageable, en fait. Et si je quitte le service d'imagerie, je vais, par exemple, dans les laboratoires, qui sont donc toujours des services médico-techniques, le laboratoire aussi connaît des insuffisances en réactifs donc, pour pouvoir faire les examens de sang ou encore les autres examens biologiques. Donc, fréquemment, il y a des ruptures donc, de réactifs, ce qui fait que donc, tous les examens ne sont pas réalisés à tout moment. Donc, on a fréquemment donc, des insuffisances en examen. Et on est obligé d'amener les malades ailleurs. Parfois même, donc, ils doivent venir jusqu'à Ouagadougou pour faire des examens. Et si je prends, par exemple, le cas de mon service même, le service de la chirurgie, les insuffisances, en tout cas, il y en a assez. Je peux citer, entre autres, par exemple, même le matériel pour pouvoir faire les interventions chirurgicales. Par exemple, les boîtes de chirurgie ne sont pas suffisantes. Il y a certaines boîtes qui sont inexistantes. Je peux dire, par exemple, les prostates, c'est des interventions qu'on fait fréquemment. Malheureusement, on n'a pas une bonne boîte donc, pour réaliser donc, une intervention sur la prostate. Les boîtes en chirurgie osseuse, il n'y en a pas du tout. Et je peux citer aussi les champs opératoires donc, pour pouvoir faire les interventions chirurgicales. C'est insuffisant. Et je peux citer également aussi des défaillances au sein même du bloc. Par exemple, le bloc opératoire, il y a, par exemple, si on prend le cas des cialytiques, il s'agit en fait d'une sorte de lampe qui éclaire donc le champ opératoire pour pouvoir faire les interventions, puisqu'on ne peut pas travailler dans la pénombre. Très important pour ne pas se tromper, justement. Justement, donc le fait, ces cialytiques-là sont souvent défaillants. Donc, on est obligé d'utiliser des lampes baladeuses donc, pour pouvoir mieux éclairer donc, le champ opératoire. Donc, c'est autant donc, de difficultés que nous avons au sein de notre hôpital. Et d'ailleurs, je peux même ajouter d'autres choses. Par exemple, l'oxygène, qui est un élément fondamental. Et il y a souvent des ruptures fréquentes d'oxygène. C'est vrai qu'on a installé une unité de production d'oxygène, mais qui n'est pas fonctionnelle. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas bien les tenants et les aboutissants de la chose. Mais je peux dire que, en tout cas, on connaît des ruptures fréquentes d'oxygène parce qu'on est obligé donc de faire venir ça très souvent de Ouagadougou. D'accord. Alors, souci d'équipement, problème aussi de ressources humaines. Vous dites, par exemple, chez vous, il n'y a pas de radiologue, c'est bien ça? Absolument. Voilà. Alors, récemment, il a été question de recrutement au niveau du ministère de la Santé, de recrutement de spécialistes. 10 recrutés sur 28 postulants. Et ça, au niveau du CIMEB, ça vous choque visiblement? Tout à fait. Bon, en tout cas, le CIMEB s'est insurgé donc, de cela. On est surpris et vraiment, quand on décrit un peu la situation de nos hôpitaux, le besoin en ressources humaines est évident. C'est mon seul cas que j'ai pris. Par exemple, toutes les spécialités sont insuffisantes. Donc, on ne peut pas comprendre qu'il y ait des médecins spécialistes qui postulent et à la fin qui se retrouvent non recrutés, tout en sachant que le besoin y est. Donc ça, c'est vraiment incongru et inacceptable pour nous. Oui, inacceptable, mais est-ce que vous ne comprenez pas aussi sûrement que c'est un problème aussi peut-être de ressources financières? Vous voyez déjà ce contexte sécuritaire, ce contexte de crise sanitaire peut être justement une raison qui fait que recruter aussi beaucoup de spécialistes, 28 postulants, si on doit recruter les 28, ça demande aussi de la ressource financière. C'est peut-être ça aussi qui fait que l'État a juste recruté 10. C'est peut-être ça aussi toute la réalité. Vous savez, peut-être que, bon, on dira que la santé est quelque peu victime d'une sorte de rationalisation budgétaire. Mais vous savez que depuis un certain temps aussi, dans la fonction publique, de plus en plus, ces dernières années, on recrute moins parce que aussi, c'est une question aussi de pouvoir équilibrer les comptes aussi. Bon, on serait tenté de le croire, mais bon, pour nous, cela ne s'explique pas et il s'agit d'un faux problème. Il s'agit plutôt d'un problème de planification à notre niveau. Nous estimons qu'il s'agit d'un problème de planification. Parce que quand on prend, depuis ces dernières années, il faut dire que chaque année, donc, le ministère demande jusqu'à 500 médecins généralistes. Et on n'a jamais réussi donc, à atteindre ce nombre. Donc, sachant que, par exemple, on veut 500 médecins généralistes et on ne peut pas combler ce besoin, parce que très souvent, c'est juste à peine la moitié donc, de ces postes qui sont pris. À l'exemple de cette année, c'est moins de 300 en tout cas médecins qui ont été recrutés. Donc, c'est plus de 200 médecins et postes encore qui restent à occuper. Donc, il aurait fallu peut-être, sachant qu'on ne peut pas occuper tous ces postes-là, demander plus donc, de médecins spécialistes donc, dans la planification et demander moins de médecins généralistes. Donc, ce qui permettrait donc, de résorber ce besoin-là et donc de résoudre les problèmes de nos populations. Donc, pour vous, c'est juste un problème de planification, il fallait juste réajuster. À votre avis, c'est un problème de planification. Voilà.
Alors, finalement, justement, en termes de solutions, au niveau du CIMEB, qu'est-ce que vous proposez, justement, puisque vous dites que c'est un problème de planification, concrètement, qu'est-ce que vous proposez par rapport à cette question des ressources humaines? Concrètement, bon, d'emblée, pour le cas des 18 médecins qui n'ont pas été recrutés, des médecins spécialistes qui n'ont pas été recrutés, nous pensons qu'il faut organiser donc un recrutement d'urgence donc complémentaire donc pour pouvoir résorber, parce que le besoin y est. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de besoin. Et à l'avenir aussi, nous souhaiterions que donc, la planification tienne compte des besoins réels. Parce que jusqu'à preuve du contraire, donc au Burkina Faso ici, on est en deçà des normes, des ratios normaux, en fait, des ratios normaux qui vont permettre donc de faire une prise en charge adéquate de la santé de nos populations. Donc il faut véritablement faire une planification correcte et qui tiennent compte de nos besoins réels. Au-delà de ça, sur le plan des équipements des équipements, nous pensons qu'il faut partir des quatre domaines en fait, qui sont pourvoyeurs même donc, des ressources pour nos hôpitaux. Donc des 4 domaines qui vont permettre d'assainir les finances et de permettre donc une meilleure fonctionnalité de nos hôpitaux, à savoir quand on prend le cas de la pharmacie, quand on prend le cas du laboratoire et l'imagerie, et aussi donc quand on prend les cas des actes donc médico-chirurgicaux. C'est ça qui fait rentrer l'argent au sein des hôpitaux. Donc en l'occurrence, pour parler de la pharmacie, nous souhaiterions qu'on aille vers la pharmacie hospitalière. Cette application de la pharmacie hospitalière va permettre donc d'éviter donc les retards donc dans la prise en charge du malade, d'éviter la déperdition des ressources financières et aussi donc de réduire, voire anéantir même carrément les raquettes donc des malades. La pharmacie hospitalière, ça veut dire? La pharmacie hospitalière, bon, en fait, il s'agit d'un principe donc, où il y ait les médicaments qui soient disponibles pour le malade sur place. Sur place. Voilà, pas besoin de sortir pour aller dans une pharmacie à l'extérieur. Justement, pas besoin de sortir. Il ne faut pas qu'on ait besoin de faire une ordonnance et remettre à un malade qu'il aille donc tourner au sein de l'hôpital, ne pas avoir ou encore sortir au-delà même de l'hôpital pour aller donc dans les officines privées et aller donc dépenser son argent là-bas. Parce que cela va retarder la prise en charge. Vous imaginez si le malade a une ordonnance et que le produit n'est pas sur place, il perd du temps et l'argent qu'il va dépenser, c'est ailleurs. Et probablement aussi, il y a des possibilités que s'il y a des gens qui ont ce produit, donc ils aient l'envie donc, de disponibiliser le produit et prendre de l'argent. Les officines privées ne seront pas de votre avis. Bon, ça c'est... C'est pas vous qui le dites, mais je pense qu'ils sont d'accord aussi. Okay. Voilà. D'accord. Donc, il y a cette question justement de la formation hospitalière qui pour vous, peut être une bonne source d'entrée d'argent pour les hôpitaux. Tout à fait. Et quant au laboratoire, nous pensons qu'il est possible d'équiper et de rendre fonctionnels les laboratoires de l'ensemble des hôpitaux du pays, donc en partant du fait qu'on peut faire le mécanisme de préqualification des marques, l'utilisation de leasing et les contrats d'affirmage. Donc, ceci va permettre d'améliorer le côté laboratoire. Et de la même façon pour l'imagerie, nous pensons on peut transposer cela à l'imagerie. Et en plus, utiliser le système de technologie d'information et de communication pour permettre de résoudre ce problème-là à moyen terme. Et quant aux actes, nous pensons qu'il faut évoluer vers le système béninois. C'est un système en fait qui stimule en fait la production. C'est un système qui stimule le résultat et en instaurant donc une prime pour le travail supplémentaire. Et la preuve est que donc les hôpitaux béninois, depuis qu'ils ont fait cette réforme hospitalière, ont triplé voire quadruplé leur activité et leurs ressources financières. Donc la stratégie, c'est de faire en sorte que nos hôpitaux soient financièrement assez nantis pour pouvoir continuer et peut-être s'autofinancer, c'est ça, c'est dire rendre autonome justement le financement de nos hôpitaux. Tout à fait, tout à fait, c'est exactement cela. Ça veut dire qu'on fait en sorte que tous les services se retrouvent et que le patient n'ait pas à sortir pour aller s'offrir un service quelconque. Absolument, c'est ce que nous voulons. Et quand on va l'appliquer, nous sommes convaincus que
les hôpitaux iront beaucoup mieux. Ça, sûrement que ça demande aussi beaucoup d'investissement. Voilà. Merci, Dr Ousmane Diallo. Vous êtes le secrétaire général de CIMEB Centre-Nord, chirurgien au centre hospitalier régional de Kaya. Merci d'être passé dans le 7 Info. Merci, je vous en prie, monsieur Aubin Guébry. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de ce 7 Info. L'affaire des 12 morts dans une cellule de gendarmerie à Tanwalbougou, dans la commune de Fadam-Gourma. Cette semaine, le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, a donné de la voix. Il parle d'exécution sommaire et appelle à une enquête indépendante. Aziz Diallo, le député maire de Dori, au présidium de cette conférence de presse du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Son cousin fait partie des 12 personnes mortes dans la cellule du poste de gendarmerie de Tanwalbougou dans l'est du pays. Elles étaient arrêtées selon un communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Fadam-Gourma pour suspicion de faits de terrorisme. Je confirme pour mon cousin qu'il a reçu une balle dans la tête. Je n'ai pas ouvert les sacs des autres, donc mon témoignage ici n'est pas scientifique. Mais mon cousin a été exécuté d'une balle dans la tête. Si on peut tuer des êtres humains comme ça dans notre pays en 2020, l'heure est grave. L'heure est grave car selon le CISC, ces personnes auraient été enlevées et exécutées par les forces de défense et de sécurité. Les pauvres ont été enlevés manu militari, non pas dans la nuit, mais dans la journée, aux environs de 13h et 14h. Et c'est dans le marché de Penkiangou, 5 km de Tanwalbougou, par des éléments de la gendarmerie nationale, renforcés par des volontaires pour la défense de la patrie. Bastonnés, humiliés, ils ont été rassemblés comme du bétail sur la place du marché, avant d'être amenés à bord de 2 véhicules 4x4, au moins 2 véhicules 4x4, dit-on, vers l'est, c'est-à-dire en direction de la gendarmerie de Tanwalbougou. C'est donc la raison pour laquelle le collectif demande la démission du ministre de la Défense. Nous demandons au ministre de la Défense, Serif Sy, à s'assumer et à démissionner pour rendre service au peuple burkinabé. Nous demandons également au capitaine Zungrana François à également emboîter le pas pour démissionner. Le collectif contre l'impunité exige par ailleurs une commission spéciale d'enquête impartiale pour établir les circonstances de ces décès. Sur ce plateau, le docteur Zéphirin Dakio, naturopérapeute bien connu de la place. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Et dans la lutte contre la Covid-19, vous êtes au laboratoire, vous cherchez à proposer donc des solutions aux Burkinabés. Merci. Et là, vous avez une solution curative pour les Burkinabés? Bon, dire curative, c'est un peu trop dit. J'ai fait des propositions. Comme on le dit, on soigne les symptômes. Et nous avons des tisanes qui soignent les symptômes. Voilà. Et là, vous avez un produit qu'on appelle le Dribala, c'est bien ça? Oui, il y a le Dribala, il y a le Saï, il y a les gélules aussi, les gélules Virifla. Voilà. Et bon, je dis, c'est des propositions. Hein. Je n'ai pas dit que je soigne, mais c'est des propositions. Et devant cette maladie, nous avons, avant que la maladie n'arrive, on avait des produits pour soigner les symptômes de cette maladie. Et c'est ce que je propose, le Saï et les gélules Virifla. Virifla, c'est réalisé à partir d'une plante qui est bien connue. La dernière fois, dans la liste des thérapeutes, la plante est ressortie, mais moi, je l'utilise depuis plus de 30 ans. Et ça soigne tout ce qui est virus, soit le zona, soit l'herpès. Donc, c'est ce que je propose. Je n'ai pas dit que je guéris, hein. Je n'ai pas dit que je traite. Je propose l'association d'artisans SAI et puis de ces gélules Virifla. Voilà ce que je propose. Okay. Et dans le cas de cette maladie, ces produits-là, vous l'avez déjà testé avec des patients? J'ai proposé à des amis qui me sont revenus, dit, bon, certains ont dit que, bon, en tout cas, il y a eu gain de cause, mais moi, je n'ai pas vu. Voilà, résultat concluant pour certains, voilà, mais je ne peux pas dire que vraiment, voilà un cas, j'ai traité, voilà, avec les preuves. Mais j'ai proposé à des amis et qui l'utilisent et qui sont satisfaits. C'est vrai que le débat se pose aujourd'hui, on l'a vu avec Madagascar et son Covid organique. C'est ça. Tout ce débat aussi avec l'OMS qui doit forcément
intervenir, donner son OK. Est-ce qu'il faut rester dans cette logique-là? Finalement, comment l'Afrique doit se comporter justement face à de telles catastrophes? Voilà, c'est un débat. Si on doit vraiment repartir, faire les essais cliniques, mais je crois que dans 100 ans, on sera toujours là. Nous avons des plans qui nous soignent, qui nous ont soignés depuis nos ancêtres jusqu'à nous. Pourquoi ne pas les utiliser? Même en Chine, ils ont utilisé les plans pour se soigner. Il n'y a pas de raison que nous, en Afrique ici, on n'utilise pas nos plans pour nous soigner. Utilisons nos plans pour nous soigner. La question, c'est les protocoles. Ben, les protocoles, ça, c'est le domaine des scientifiques. Mais nous, en attendant, on se soigne. Voilà. S'il y a un problème, ça nous regarde. Est-ce que là, dans le cas de ces produits, par exemple, il y a eu un rapprochement justement avec les scientifiques, le ministère de la Santé, les techniciens, pour justement voir dans quelle mesure il y a une synergie dans ce niveau pour pouvoir... Oui, bon, je pense qu'ils ont tenté, en mettant en place un protocole, mais jusqu'à présent, apparemment, ce n'est pas encore acté. Et bon, on attend le protocole pour voir ce que ça va donner. Voilà. Mais en attendant, on ne va pas laisser mourir. Nous avons nos plans. Utilisons nos plans pour nous soigner. Parce que ça se passe ailleurs. Que vous allez en Chine, vous allez trouver que les Chinois utilisent les plans pour se soigner. La médecine traditionnelle chinoise, justement, voilà. qui a fait ses preuves et qui s'exporte d'ailleurs. Voilà, moi je préconise qu'en attendant ces protocoles, qu'on utilise nos plantes aussi pour limiter les dégâts, si vous voulez. C'est extrêmement important. Et dans cette lancée, j'appelle l'artisan Sai. Moi, j'ai un projet où, au niveau de l'artisan Sai, j'ai associé l'artémisia annua à la formule de l'artisan Sai, mais ce n'est pas encore disponible. Et c'est sous forme de gélule ou forme d'infusette. Et je crois que ça peut aider aussi les gens à se soigner. Mais je ne vais pas dire que je soigne, mais je propose. C'est des propositions. Voilà. Toujours essayer. Essayer, voilà, en attendant que les protocoles arrivent. Moi, je conseille qu'on utilise nos plantes. C'est vrai que l'artémisia, ça a déjà fait ses preuves. Ça fait ses preuves, mais maintenant, si on veut aller jusqu'au protocole, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, on ne va pas rester mourir. Alors que nous avons des plantes à côté, utilisons nos plantes. C'est extrêmement important. L'approche, je parlais du ministère de la Santé, mais est-ce que vous avez l'impression qu'au plus haut niveau, il y a cette volonté politique d'accompagner vous autres, naturothérapeutes, justement, à apporter les solutions endogènes au Burkinabé en matière de soins? Bon, au début, c'était un peu compliqué, mais je crois que maintenant, les lignes ont commencé à bouger. Et je pense que dans quelques jours, dans l'avenir, je pense quand même qu'au niveau des autorités, on va impliquer les acteurs de cette médecine traditionnelle, notamment les phytothérapeutes et les tradipraticiens. C'est extrêmement important. Il faut qu'on les associe. C'est extrêmement important. Parce qu'on a comme l'impression que parfois, il y a une forme de rivalité avec la médecine moderne. Bon, en réalité, il n'y a pas de rivalité, c'est une complémentarité. Voilà, bon, on a l'impression, mais c'est en réalité, parce que quand vous regardez bien sur le terrain, il y a des échanges de malades. Les tradipraticiens réfèrent les malades vers la médecine moderne et inversement. C'est peut-être que la médecine moderne ne fait pas suffisamment en référant les malades vers les tradithérapeutes. Alors qu'il faut le faire. Moi, je le fais depuis pratiquement 38 ans. Et les résultats sont là. Ça marche. Et la recherche à votre niveau aussi, elle est, quoi qu'on dise, assez poussée quand même. Oui, assez poussée, oui, parce que je travaille quand même avec des institutions scientifiques telles que la faculté de médecine et de pharmacie, l'IDR de Bobo de Lasso, quelques universités en Europe, surtout à Montpellier. En tout cas, on essaie de pousser. Mais sur le terrain, nous avons des protocoles qui font qu'il faut aller vraiment soulager les malades avec ce que nous avons sur le terrain. Si nous devons attendre tout ça là, je vous dis que dans 100 ans, on sera toujours là en train d'attendre. C'est extrêmement important. D'accord. Dribala, Sai, Genu Oui, on a une cinquantaine de spécialités. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu une semi-industrie. Nous employons environ 40 personnes à temps plein. Nous avons environ 250 fournisseurs. Et nous avons, par exemple, pour le sirop de Dubaï, une production de 7000 flacons jour. Voilà. Assez important quand même. Et là, vous dites que ce sont des propositions. Oui, ce sont des propositions, voilà. Pas modestie. Je propose. Oui. Mais est-ce que vous avez la foi que dans les mois à venir, ou d'ici peut-être 5 mois, 6 mois, on pourrait avoir justement ce remède curatif au-dessus pour les malades? Bon, si on veut se référer au protocole, je vous dis que ça va prendre du temps. Mais si on veut se référer à ce qui existe,
Je crois que dans les mois à venir, on peut trouver quelque chose d'intéressant pour soulager les populations. Mais les protocoles, c'est assez long, compliqué, même complexe. Si on doit attendre tout ça là, vraiment, on va vraiment attendre très longtemps. Mais en attendant sur le terrain, il faut qu'on se soigne. C'est ce qui est surtout important. Et c'est ce qui est important. Et vous avez donc vos solutions que vous apportez dans le cadre donc, du traitement de la COVID-19. Vous dites encore ce sont des propositions, oui. Mais il n'y a que certains patients ont pris ces produits, oui. Et visiblement avec des résultats concluants, vous dites. Oui, des résultats concluants. Mais je ne peux pas dire, bon voilà, le terrain, mais parce que c'est au téléphone. D'accord, voilà, j'ai pris ça, et que pas de problème, ça va. Voilà, mais je ne peux pas... Je n'ai pas vu l'intéressé. Voilà. D'accord. Merci, docteur, d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci bien. Merci. Okay, vous restez avec nous pour la suite de ce 7 Info. Autre actualité phare cette semaine, le discours sur la situation de la nation. Le Premier ministre Christophe Dabiri était à l'Assemblée nationale. Le Burkina se porte bien malgré tout, a-t-il déclaré. Comment va le Burkina Faso? Bien, malgré l'adversité et surtout dans un contexte de coronavirus, répond le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiri. Pour son discours sur la situation de la nation 2020, le chef du gouvernement burkinabé était avec la moitié de ses ministres et l'Assemblée nationale était également à moitié pleine. À l'entame de ces 40 minutes d'exercice, le Premier ministre a campé tout de suite le décor. Ce décor n'est autre que le terrorisme qui sape les efforts de son gouvernement, mais qui ne saurait l'arrêter sur le chantier du développement. Notre pays a fait face à des épreuves souvent graves, telles que les attaques terroristes, de plus en plus complexes, et les conflits communautaires. En ce qui concerne les attaques terroristes, les décisions politiques et militaires prises ont permis à nos forces de défense et de sécurité d'adapter de nouvelles stratégies face aux groupes armés terroristes. Vous vous souviendrez des nombreuses opérations militaires organisées en 2019, parfois avec les partenaires engagés avec nous dans cette lutte contre le terrorisme, qui ont permis de démanteler de nombreux groupes en neutralisant certains de leurs combattants. La montée en puissance de notre armée nationale a été rendue possible grâce aux efforts d'équipement, de formation et de réorganisation prévus par la loi de programmation militaire 2018-2022. Sur le plan économique, le pays a enregistré un taux de croissance de 5,7% en 2019, un taux en léger recul par rapport à 2018. Santé, infrastructures routières et autres domaines connaissent un bon dynamisme. La fronde sociale, quant à elle, a connu pas mal de remous et le chef de l'exécutif appelle à une trêve et une reprise du dialogue. En tout état de cause, le Burkina Faso vit et demeure une destination à ne pas manquer. On appelle à l'union sacrée de tous les Burkinabés, sans distinction aucune. Nous ne devons jamais oublier que c'est parce que les murs d'une maison présentent des fissures que les salamandres s'y engouffrent. Les députés en majorité se sont préoccupés des dernières exactions qui mettent à mal la cohésion et le vivre ensemble au Burkina Faso. Les récents morts douteux à Ouagadougou préoccupent les députés au plus haut point, sans oublier la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader. Très mal. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Le Burkina ne va pas du tout bien, compte tenu du fait que nous savons que le contexte sécuritaire ne fait que s'aggraver de jour en jour. Et nous savons également que sur le plan sanitaire, nous savons que la gestion de la COVID-19 est une catastrophe. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et sur aucun plan, moi on peut dire qu'on a satisfaction. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Bon, mais comme c'est la politique, il faut venir vailler défendre. Bon, on va nous dire que tout va. À la majorité présidentielle, par contre, le navire Burkina Faso semble tanguer, certes, mais il a un bon capitaine qui le conduit. Mais au-delà de ces difficultés, il y a cette résilience du peuple. Donc pour nous, c'est un discours réaliste et également, malgré ces difficultés, le gouvernement a pu les faire des réalisations dans plusieurs secteurs. Donc c'est cette résilience-là que nous saluons et aussi l'effort du gouvernement à répondre aux préoccupations du peuple burkinabé.
Le discours sur la situation de la nation était ouvert au débat sans être soumis au vote. Le Premier ministre s'est réjoui justement de l'excellence de ces débats et apprécie les critiques qui sont de nature à rectifier le tir au niveau des actions du gouvernement. On reste à l'Assemblée nationale où la mission d'information parlementaire sur les mines a livré son rapport. Cette semaine, il y a visiblement des soucis. La mission d'information parlementaire sur l'opérationnalisation des fonds miniers, la problématique de l'emploi des nationaux dans les sociétés minières et l'effectivité du paiement de la contribution financière en matière d'eau a produit un rapport volumineux dont la restitution a pris 7 heures. Si jusque-là les compagnies minières traînent le pas quant au paiement du fonds minier qui constitue 1% de leur chiffre d'affaires, c'est dû au fait que le ministère en charge des mines et des carrières a mis 2 ans pour trouver un consensus avec ces sociétés. En ce qui concerne la problématique des emplois nationaux, la mission révèle que sur les 15 342 employés, toutes catégories confondues, 13 877 sont des nationaux, soit 90,43%. Mais au niveau des cadres supérieurs et moyens, on ne retrouve que 27,13% de nationaux, soit 1468 employés. Ces chiffres posent la problématique de qualification des nationaux. Et je crois que il y a du monde recruté, effectivement, employé par les sociétés minières, puisque nous avons quand même 13 000 et quelques Burkinabés. Maintenant, à l'analyse de tous ces chiffres-là, on se rend compte que les plans de formation et les plans de transfert de compétences ne sont pas conformes à ce que la loi aurait voulu. Pas seulement parce que les sociétés financières ne l'ont pas voulu, mais il y a aussi que dans nos textes, il y a des choses qui manquent et qui fait donc que tous ces plans-là sont disparates. L'enquête révèle également qu'il y a des postes non pourvus par manque d'offres de formation. Et ça me permet en même temps de répondre à une question, à savoir, est-ce que nous avons toujours des cadres qualifiés pour pouvoir faire un certain nombre de tâches? Je dis oui et non. Lorsqu'on a créé les premières compagnies, même les conducteurs d'engins sont venus du Ghana et d'Afrique du Sud. Et lorsqu'on a mis en place la mine de Bungu, il n'y avait pas, c'est la première mine de la région, il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas des gens de la région qui pouvaient faire ci ou ça. Donc ils sont venus d'ailleurs de Pisa, de Taparco, de Sakane, etc., etc. De façon générale, les députés ont l'impression d'une impuissance de l'État face à ces compagnies minières qui opposent parfois un refus catégorique de s'exécuter malgré les lois existantes. C'est le cas par exemple de la contribution financière en matière d'eau. Des sociétés comme Essakane et Semafo ne veulent pas payer la taxe qui est de 125 francs par mètre cube pour toute eau prélevée. Pour Bala Alassane Sakandé, le président de l'Assemblée nationale, cette situation est inconcevable. Est-ce que nous, Burkinabés, nous pouvons aller dans les pays où ces sociétés-là sont installées et violer allègrement les textes de leur pays? Donc, je dis non. En quelque part, il faut qu'on soit ferme. Nous n'allons pas négocier pendant 10 ans. Vous avez vu qu'on discute, on négocie. Il y a un terme à tout. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour discuter, et il y a un temps aussi pour bander les muscles. Ce n'est pas normal. Les 3 thèmes de cette enquête parlementaire ont suscité tellement de débats que tour à tour, le ministre en charge des mines, de l'environnement, de l'eau, du budget, du travail et de la sécurité sociale se sont succédés à la barre. La représentation nationale n'a pas manqué d'interpeller le gouvernement sur l'avènement d'une bonne gouvernance minière au Burkina Faso et pour qu'un regard soit jeté sur les sociétés de placement qui deviennent de plus en plus l'interface entre les sociétés minières, les banques et les sociétés de téléphonie mobile et des Burkinabés à qui elles proposent des salaires loin de ceux proposés par les structures, toute chose qui n'est pas de nature à garantir des emplois décents aux jeunes. 2 invités pour en parler. Le député Tini Bonzi, président de la mission d'information parlementaire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Avec nous également Lionel Bilgo, analyste. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Alors, on l'a vu sur cet élément, monsieur Tini Bonzi, vous avez produit donc ce rapport. Recettes fiscales, emploi, finalement, on a l'impression que l'État burkinabé perd encore beaucoup par rapport aux mines. Oui, mais il faut quand même relativiser puisque je crois que le processus est enclenché.
si les textes fondamentaux existent depuis 2015, la loi de finances, le code minier date de 2015, les textes sont intervenus en 2017, l'opérationnalisation concrète avec les décrets, avec les arrêtés, bon, venons jusqu'à 2017-2019, l'opération quand même a commencé. C'est tard, mais au moins ça a commencé. C'est pas ce qu'on aurait voulu après bientôt 10 ans, mais bon, on commence quand même à opérationnaliser ce fonds minier et je crois qu'il ne faut pas trop blâmer qui que ce soit, mais nous sommes dans la discussion et force restera à la loi quant à ce que les sociétés minières qui traînent les pieds par rapport donc à ces fonds miniers et à ces taxes-là. Alors, Lionel Bilgo, finalement, on a un code minier qui est là, qu'on a jugé assez intéressant, finalement, un code minier de développement, a-t-on dit à l'époque, sous la transition. Mais quand on voit, par exemple, ce rapport de la mission d'information, on se dit, quelle politique minière, finalement, pour le Burkina Faso? Puisque, visiblement, il y a encore des blocages. Oui. Et moi, je pense qu'il faut, contrairement à l'honorable qui est là, il faut bien sûr blâmer. Il faut blâmer de part et d'autre tous ceux qui ont la charge d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Parce qu'il y a péril en la matière. Il y a péril en la matière pour les populations impactées directement dans les zones d'exploitation minière. Il y a une déstructuration de notre surface environnementale qu'on ne retrouvera presque jamais. On a l'exemple de Kalsaka. Et il faut justement trouver là où le bas blesse, qui n'a pas fait son travail, à quel moment et pourquoi en fait on est toujours là, presque 10 ans après, à négocier. Quel type de négociation on fait? Les mines ont clairement dit par endroits qu'ils refusaient parfois de payer certaines taxes. Souvenez-vous quand les miniers disaient que pour le fonds de développement local, eux déjà ils investissaient en termes de RSE et donc ils ne voyaient pas pourquoi ils devraient débourser à cette hauteur-là, ce montant-là, et ils demandaient à ce qu'on défalque dans le montant qu'ils devaient reverser ce système la question, Lionel, c'est que c'est une question aussi de texte. Vous savez bien qu'il y a une clause de stabilité fiscale que les mines ont avec aussi l'État. Ça veut dire qu'il y a des mines qui sont venues après, mais il y a des mines qui étaient là depuis bien longtemps. Je prends pêle-mêle comme ça, le cas de Sakan déjà, les mines de première génération, depuis 2008 déjà, qui avaient déjà des conventions avec l'État. La loi est arrivée en 2015, le nouveau code minier. Est-ce que la loi elle est rétroactive? C'est toute la question. Est-ce qu'après, il faut aller dans un processus de négociation? Je pense que c'est ce qui a été privilégié par la suite par rapport au fonds de développement minier de développement local. Parfois, on accuse aussi les mines, mais est-ce que l'État aussi ne gagnerait pas à rester dans les textes? C'est une question de texte. Non, oui, mais vous savez, M. Guébré, moi je n'accuse pas les mines. Je m'en fous même des mines. Moi, je parle de l'État et du Burkinabé. Parce que quand il y a parfois un rapport entre le Burkinabé et l'étranger, ou en tout cas une multinationale extérieure, eh ben c'est le Burkina. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais m'inquiéter du minier. S'il y a révision et s'il y a eu une loi, ça veut dire aussi qu'il y avait une injustice quelque part. Et donc cette injustice est réparée par la loi de 2015. Ça veut dire qu'on remet les pendules à zéro, on rattrape l'injustice, parce qu'ils en ont profité quand même, il faut le dire, on rattrape l'injustice depuis 2008, pour se remettre au diapason. Oui, mais il y a déjà des conventions signées sur plusieurs années, 15 ans, 20 ans. Mais est-ce qu'on change les règles du jeu en cours du jeu? C'est toute la question. Honorable. Voilà. Pas que je me reprenne. Quand j'ai dit qu'on ne blâme pas automatiquement, je veux parler, on ne blâme aucun ministre, aucun individu de façon particulière. Mais le blâme, effectivement, est là, il est partagé. Voilà. Partagé entre un État qui a élaboré des lois et qui ne se donne pas les moyens de les faire appliquer. C'est ce que je dis. Mais aussi des sociétés minières, mais tout à fait arrogantes, parce que quelque part on dirait, de là-haut, quelqu'un les y encourage. Comment? La mission, vous voyez, dans ce pays, on n'a pas la tradition de ce qu'on appelle des rapports caviardés. Bon, donc il y a certains comportements de directeurs de mines, de sociétés minières, qu'on n'a pas et qu'on ne devra pas normalement verser dans le débat.
publique. Pour dire jusqu'où l'arrogance est poussée. Est-ce que dans le cadre de cette mission, vous avez rencontré justement les sociétés minières, vous les avez entendues? Et nous avions au programme 4 sociétés minières comme échantillon. Mais avec la situation du Covid, nous n'avions pu visiter que 3. La mine de Nantumaini, à Réau, à Perquois, la mine de Houndé Operation à Houndé, bien sûr, et la mine de Semafo dans la région de Wona. Mais, à travers les correspondants, à travers tout ce qu'on a collecté comme documents, nous avons une vue d'ensemble. Est-ce que vous avez rencontré les responsables de mines? Nous avons rencontré les responsables des mines, et pas toujours au niveau que nous aurions voulu. Et ça rejoint ce que je disais. Il y a quelque part de l'arrogance. On n'a pas voulu vous recevoir? Tout à fait. Au plus haut niveau? Au plus haut niveau de certaines mines, oui. D'accord. Oui, Lionel, c'est tout le débat. Quand vous écoutez, par exemple, les sociétés minières, elles vous disent, on ne peut pas, quand même, c'est un État. C'est un État. Une mine ne peut pas venir donc travailler en dehors des lois d'un pays. Et ça, c'est clair que la force publique, le Burkina, a les moyens de ramener une mine qui se mettra en dehors des textes dans le droit chemin. Alors, est-ce que finalement, faut-il blâmer les mines, par exemple? Non. C'est toute la question. La situation actuelle est très grave. Elle est même dramatique. Vous entendez le député qui vient de dire tout à l'heure qu'il y a une certaine forme d'arrogance. Et j'ose imaginer ce qu'ils ont vécu comme reflux d'arrogance lorsqu'ils sont allés à la rencontre de ces mines-là. Dans un pays normé et normal, ça ne devrait pas se poser. Vous connaissez aussi toute l'opacité, toute cette administration minière où il faut remonter à peut-être au Canada. Non, mais quand vous êtes sur un territoire donné et que vous avez l'autorité de ce territoire-là qui est en face de vous, eh ben vous exécutez, tout simplement. Donc, vous les à ce rencontrez. niveau, qui blâmer? Voilà. À ce niveau, le problème est double. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours critiqué la connivence entre les acteurs politiques qui sont à même et capables de transformer et de changer les choses et les acteurs du secteur minier. C'est clair. Quand vous allez regarder dans les mines, ils sont combien? Ceux-là qui sont censés nous défendre, qui ont des intérêts aussi dans les mines. C'est pour ça que c'est peut-être là toute la question. Et c'est là le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut une transparence. Les actionnaires des mines, les acteurs qui interviennent dans les mines, on doit les connaître afin de pouvoir savoir qui est qui dans cet imbroglio pour qu'on puisse tirer les conséquences. D'accord. Parce que comme il le dit, on n'aura jamais de transparence parce qu'on les y encourage. Et je reprends les mots du député ici qui dit, quelque part, ils savent sur quoi ils s'appuient pour se comporter ainsi. Mais en même temps, les miniers jouent un jeu normal partout dans le monde. C'est des intérêts. Ils ont le droit de défendre leurs intérêts. La question, c'est comment effectivement un État peut avoir du mal à faire respecter les textes. Effectivement. Parce que, justement, je reviens, on va aller étape par étape. Pour le Fonds minier de développement local, oui. Qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que les mines aujourd'hui, à l'étape actuelle des choses, payent leur contribution de 1%? Les paiements ont débuté. La première répartition en faveur donc, des collectivités territoriales a été faite en fin d'année 2019, en novembre, pour 11 milliards et quelques. Il y a encore, je crois, 18 milliards pour la prochaine fois. Mais sur 73 milliards de liquidation, il n'y a que 39 milliards de payés. Et sur ces 39 milliards, la grosse part est à l'État. Ça dit que, pour le moment, la plus grosse partie des risques à couvrir est imputée aux sociétés minières, dont je retiens qu'il y a 10 qui détiennent la palme, et ceux, disons, les 90% des restes à recouvrer. Ça veut dire qu'il y a des sociétés minières qui ne payent pas. Qui justement. Ne payent pas le fonds minier de développement. Je crois savoir que sur le fonds minier, par exemple, ça a été réglé. Il y a eu un processus qui a duré quand même 2 ans de négociation et qui permet aujourd'hui, effectivement, d'aller vers le règlement. C'est un processus que, justement, la mission a dénoncé. Et je dis jusqu'à demain, personne ne peut me convaincre
que ce qui a été fait est une compensation de préfinancement. Pour vous, il ne fallait pas négocier avec les mines sur la question? Bon, on peut négocier, mais pas aller jusqu'à proposer, n'est-ce pas, de la compensation d'investissement dans le cadre de la RSE. Je prends un exemple. Depuis 2016, 2017, 2018, et on dit même ce qui est déjà programmé, il faudra encore puiser là-dedans pour compenser. Le débat qui se pose, c'est que, nous avons 5 milliards. C'est que, encore une fois, on a un code minier de 2015, mais bien avant ce code minier, il y avait des mines qui étaient déjà installées, où il y a cette clause de stabilité fiscale qui est là, et donc qui estiment qu'ils ne sont pas concernés par ce fonds minier de développement local parce qu'ils ont déjà une convention avec l'État où ce n'était pas prévu. Et donc, ce sont les mines venues après le code qui devraient être concernées directement. Maintenant, ils ne sont pas contre, ils disent, d'accord, même si on doit payer, ok, mais là, il faut que ça fasse l'objet d'une discussion, de négociation. Je crois que c'est ce qui a abouti par la suite, justement, mais lorsque nous avons écouté à ce consensus. Lorsque le ministre a été interpellé pendant la restitution du rapport, et qui nous dit encore que les villages impactés par certaines mines réclamaient des investissements. Et dans les négociations, ils ont dit à la mine, réalisez et on va déduire. Ça, c'est après la loi. Ça, on ne peut plus parler encore de rétroactivité. Et ça, c'est à partir de... Manifestement. Les conventions, les protocoles ont été signés en janvier 2020. La discussion, le dialogue a pris fin quand? Le consensus a été trouvé à quel moment? C'est peut-être à partir du consensus que les choses commencent. C'est en janvier 2020 que les protocoles ont été signés. Janvier 2020. Et ce protocole dit que même ce que la mine prévoit de faire là va être... Il aurait fallu, si ces négociations avaient été inclusives, que l'on aille vers les collectivités territoriales. Que les conseils municipaux reconnaissent que tel investissement a été fait à partir de leur plan de développement. Mais la mine, dans la défense de ses intérêts, a investi dans tel village, dans tel village, dans tel village. La commune n'a pas, le conseil municipal n'a pas été impliqué. Ce n'est pas dans le plan de développement communal. Donc d'abord, c'est un problème. Si c'est donc c'est carrément la RSE. Mais chaque mine, quand même, a le droit de faire cette RSE-là. Mais est-ce que justement le fonds minier n'est pas une forme de RSE légalisée quelque part? Non. C'est aussi... Le fonds minier de 1%, c'est pour mettre tout le monde au même niveau de contribution au développement local. Il y en a qui faisaient, il y en a qui ne faisaient pas. À cause justement des conventions, peut-être. En fait, c'est toute la difficulté, Lionel. Je pense est-ce que le problème, ce que je veux dire ici, est-ce que le problème, ce n'est pas l'État qui, justement, n'a pas su, effectivement, côté texte, véritablement ficeler les choses de sorte à ce que personne ne puisse contester cette contribution? La totalité du problème, c'est l'État. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est même pas les mines. Parce que on ne peut faire ce que l'on veut que sur un terrain là où il est permis de faire ce que l'on veut. Et la responsabilité ici, c'est l'État. Arrêtons même de parler des mines. Moi, je parle de l'État burkinabé. Ensuite, regardez ce qui se passe. Quand vous avez en face de vous un État faible, eh ben, c'est ce qui se passe. La RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Moi, j'ai une entreprise, je donne 1 million de francs à l'année à un orphelinat. Est-ce que je vais aller dire au DGI, au directeur général des impôts, comme j'ai donné 1 million à l'orphelinat, pour mes impôts cette fois-ci, permettez-moi de déduire les 1 million dans les impôts. Non, je paye mes impôts et je fais ma RSE. Et la RSE, elle est libre. Je peux faire tout comme je peux ne pas faire. Personne n'impose un montant de RSE. Aucune mine ne peut donc dire à l'État, comme j'ai fait du RSE, eh bien, défalquer le montant de ce RSE. Vous avez fait le RSE au nom de qui, pour qui, et par qui, et avec qui, comme il vient de le dire. Parfois, les communautés ne sont même pas informées et de fois, certaines applications ou certaines RSE faites ne servent même pas la vraie cause des communautés. Moi, je pense très sincèrement, Aubin, que nous avons une bombe à retardement sur la question des mines au Burkina. Il faut sereinement et sincèrement parler de ce problème-là et trouver les solutions le plus rapidement possible. Vous avez vu des crises dans les localités où des mines ont été brûlées.
où parfois les routes ont été barrées. Parce que les populations eux-mêmes ne comprennent pas. C'est toute la problématique, parce qu'on a comme l'impression que l'État aussi, quelque part, se déresponsabilise de la situation et tente de jeter aussi les sociétés minières en pâture à l'opinion qui est que ce sont des sociétés minières qui pillent les ressources et en retour ne font rien, alors que c'est peut-être à l'État d'organiser tout ça. Mais je pense que c'est à l'État d'organiser. Aujourd'hui même, dans le même rapport, on vous dit que l'État n'est même pas capable de contrôler l'effectivité du volume total d'or qui sort dans ce pays. C'est-à-dire que tout le système est à revoir, le processus de surveillance, de contrôle, de gestion et la comptabilité est à revoir pour que le secteur minier profite au Burkinabé. Je vous dis que c'est le premier produit bénéfique au Burkina Faso. Après lui, c'est le coton. Le Burkina est le 4e pays d'Afrique et producteur d'or. Ça veut dire qu'on n'est pas rien. Et comment cet or-là cette exploitation ne peut pas profiter le plus largement possible et le plus longtemps aux populations. Ça veut dire qu'il y a un problème de texte, il y a un problème d'application, mais aussi il y a un problème d'État. Et c'est pour ça que je vous parle de connivence au plus haut niveau, entre ceux qui doivent réguler et ceux qui appliquent. Ça veut dire tout simplement qu'il faut revoir. Quelque part, il y a une connivence, sinon les mines ne peuvent pas faire ce qu'elles font sans qu'il y ait un laxisme, ou en tout cas des gens qui ferment les yeux. Est-ce que, justement, au niveau de l'État, on ne crée pas expressement aussi, justement, cette situation qui fait que les mines en profitent en termes de tests? Je reviens toujours au test parce qu'après tout, Lionel, vous êtes du privé, vous avez votre entreprise, vous avez peut-être une convention avec l'État. Vous savez que votre convention va durer 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et sur cette période-là, en termes d'impôts, vous avez fait vos planifications. En termes d'impôts, je dois chaque année reverser, par exemple, 5 milliards à l'État. Et entre-temps, les textes ont changé. On vous dit désormais, au-delà, en plus des 5 milliards que vous devez reverser, désormais, vous devez aussi payer 3 milliards pour tel aspect, tel aspect. Admettons quand même que là aussi, ce n'est pas une forme d'organisation qui est de nature aussi à stabiliser les entreprises. Dans le même sens, une mine fonctionne avec une estimation des ventes, avec un prix qui fluctue à l'international. Ça veut dire que quand l'État fait ses estimations et il se dit que on aura en termes de fiscalité, allez, je prends un exemple, 3 milliards d'entrées. Lorsque le prix de l'or grimpe à l'international et que la mine réalise des bénéfices supérieurs aux estimations qui étaient prévues, l'État doit justement taxer le supérieur. Mais on ne le fait pas. Mais ça c'est la faute à qui? Oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est de la faute de l'État. Voilà. Et dans les deux sens, dans tous les cas, la responsabilité est à l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé, a fait de la théorie. En fait, il est président de l'Assemblée. Oui, mais ce rapport n'est pas nouveau et ne change pas foncièrement la commission d'enquête parlementaire qu'il y avait eu en 2016. En fait, moi, je m'attendais à voir des changements, c'est-à-dire des changements d'attitude, des changements de fond, des changements de traitement, mais aussi des changements de retour de gains pour l'État. Malheureusement, on réchauffe les mêmes problèmes que la commission d'enquête de 2016. On a sorti, par exemple, la taxe, la CFE, par exemple, la contribution financière en matière d'eau. Là, vous estimez qu'il y a des problèmes aussi. Il y a des sociétés visiblement qui refusent de payer. Oui, avec le même argument de la stabilité fiscale, bien qu'on ait pris tous les arguments possibles pour les convaincre que la CFE, la contribution de prélèvement de l'eau brute ne saurait être un impôt. L'eau est une ressource, comme l'or. Toute personne qui la prélève une ressource, un élément de notre patrimoine commun. Comme le dit la loi de 002-2001, loi portant choses politiques en matière de gestion d'eau au Burkina Faso, elle stipule clairement que l'eau est un élément de notre patrimoine commun et par conséquent, même quand vous réalisez un barrage, un forage, même votre petit puits, mais c'est toujours l'eau. Le code minier de 2015 a prévu ça. Mais bien sûr. Bien sûr, mais là encore, le débat qui revient, c'est cette question de rétroactivité de la loi qui s'applique. Je pense que certaines sociétés refusent parce qu'ils estiment justement qu'ils ne sont pas concernés. Le code de 2015, avant le code de 2015, il y a quand même la loi que je viens de citer. La loi portant orientation politique de la gestion de l'eau au Burkina. Elle spécifie carrément qu'est-ce que l'eau est comme chose. Donc,
dire de payer l'eau en la prélevant, l'eau brute, c'est tout à fait normal. C'est pas un impôt. Et il y a encore, et ça vient. L'État doit se donner les moyens de prendre les deux autres décrets. Là seulement, c'est le décret sur le prélèvement de l'eau brute. Mais on doit prendre le décret relatif à la modification du régime de l'eau. Lorsque vous faites un barrage, vous modifiez le régime d'un fleuve ou d'une rivière. Et les populations en aval ont problème. Il y a cet aspect qui doit être... Mais il faut légiférer, il faut prendre... la loi prévoit que ça soit taxé. Ensuite, il faut encore un décret pour la pollution de l'eau. Il faut une taxe pour la pollution. Pollueur, payeur. Et ça, ce n'est pas seulement que les sociétés minières qui sont visées. Voilà. Un agro-businessman qui est vraiment passé à cette catégorie d'agriculteurs, il pollue quelque part la nappe phréatique par ses produits. Le principe pollueur-payeur s'applique également. Donc ça veut dire que la CFE n'est rien d'abord, mais il faudra que les deux autres soient appliqués. Pour que il faut aller au-delà. Oui, comme ça, celui qui veut fermer sa mine, ferme et s'en va. D'accord. C'est-à-dire, à un moment donné, il faudra être clair, net avec les... Il y a aussi le cas de la Sonabi, où on estime que là aussi, il y a des sociétés qui, on a nommément cité Sakan, qui paieraient son carburant, pas avec la Sonabi. Bon, tout est parti d'une entente entre deux sociétés, comme le ministre a voulu nous le dire hier. Et lui, il disait que c'était une affaire purement commerciale. Je dis non. Lorsqu'une Sakan s'est installée, ils ont adressé une lettre à la Sonabi pour dire que leur machine d'énergie, les centrales, utilisent un fuel qui est assez spécial, le HFO 180 standard. Voilà, et qu'ils sollicitent de la Sonabi de pouvoir confier à leurs fournisseurs Oryx et Vivo de commander directement à l'extérieur. La Sonabi n'avait pas les installations ni la capacité technologique en son temps. Ils ont concédé. En 2015-2016, la Sonabi s'est vue en capacité de satisfaire la commande. Il écrit directement à cette société à laquelle il avait écrit pour dire « Désormais, nous sommes en mesure de vous satisfaire pour que vous puissiez satisfaire votre client et Sakan. » Par conséquent, à partir du 1er janvier 2017, vous ne pouvez plus importer directement. Et Sakan répond. Pour avancer comme quoi elle est une société très stratégique et qu'elle ne peut pas changer l'ordre des choses. Est-ce que vous avez eu la nature du contrat qu'il y ait justement c'est juste ces échanges par rapport à ça? C'est juste ces échanges de lettres-là. Mais je te dis parce que tout est aussi dans le contenu peut-être du contrat. On parle d'un contrat à long terme. Ce n'est pas un contrat. La Sonabi et ça remonte en 2010. A le monopole de l'importation des hydrocarbures au Burkina Faso. Elle a été créée en 1985 pour justement cette sécurité énergétique, quand même un secteur assez important, sur le plan social même. La Sonabi, dans le cadre d'un contrat, a concédé cela. La Sonabi a concédé. C'est la même Sonabi qui revient vous dire, maintenant je suis capable de vous satisfaire. Désormais, vos fournisseurs n'ont pas le droit d'importer directement, nous reprenons le droit. Est-ce que ça, c'était compliqué? La Sonabi, est-ce que pendant ce processus, justement, la Sonabi continuait, je crois, de gérer le processus administratif quand même et était rémunérée? Le processus administratif, c'est quoi? C'est juste le passage d'une commission de 18,11 francs par litre à cause du passage dans leur cuve, leur dépôt de Lomé et de Cotonou. Pour le reste du protocole, et pour le reste de comment ils appellent ça, de l'architecture des prix du litre à la Sonabi, et ces gens n'étaient plus intéressés à ça. La Sonabi n'a encaissé que 18 francs. Pendant que, avec d'autres compagnies, c'est tout de 300, 400 francs le litre. Est-ce que, justement, à l'étape actuelle des choses, il n'y a pas effectivement, parce que ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'il y a une discussion qui est en cours et que la société, forcément, n'est pas contre, effectivement, cette demande, cette requête de la Sonabi.
Mais nous avons quand même les copies des lettres. On ne voudrait pas dire je vous ai dit, tout n'est pas à dire en tout temps, en tout lieu. Chaque chose a un temps, a un lieu pour être dite d'une certaine manière. Sinon, je vous dis, nous avons des lettres. La SONABI a fini par dire on garde le statu quo, mais c'est un désespoir de cause et un aveu. Lionel, encore une fois, c'est assez extraordinaire qu'une société d'État comme la SONABI, qui a le pouvoir, en vienne à dire que c'est par aveu d'impuissance qu'on garde le statu quo. C'est assez étonnant quand même. C'est quand même, il faut le dire, hein, pour Essakane, c'est une importation quand même de 5 millions de litres par mois. Et on se demande comment ça se fait. Sur les 3 ans, à partir du 1er janvier 2017, si Essakane obtempérait et que SONABI récupérait son droit, nous avons estimé cela à 122 millions de litres de carburant. Et au prix de la SONABI, ça s'estime à 62 milliards de francs CFA. Ce qui a été perdu en termes de chiffre d'affaires au niveau de la SONABI. Sur cette période. Même si la SONABI faisait un bénéfice net de 10% de son chiffre d'affaires, 62 milliards, ça fait quand même 6 milliards de ça. Et qui est l'actionnaire principal? Pour une société qui est subventionnée... Non, laissez-moi finir. Oui. Le seul actionnaire de l'État, et de la SONABI, c'est l'État. Tout le capital de la SONABI est détenu par l'État. Donc les 6 milliards, là, c'est la dividende qui revient à l'État. Sans compter qu'il y aurait l'impôt sur le bénéfice. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi, on perd de vue que l'État aussi est actionnaire dans les mines. Oui. 10%. 10% par rapport à 100% dans un secteur aussi sensible que l'énergie. Mais l'État, justement, à partir du moment où l'État est actionnaire dans les mines, comment se fait-il que l'État ne défend pas justement la cause aussi de la SONABI? En fait, j'ai du mal à comprendre. Bon, donc moi, je pense que le problème de la SONABI est un problème on peut dire qu'il est en voie de règlement, puisque à la lumière donc, de ce rapport, et au vu de ce que le ministre a dit, le ministre des Mines dit qu'il n'était pas au courant du problème. C'est grave même. Nous avons dit qu'il y a eu des lettres qui ont été échangées entre la SONABI et Essakane, et ces lettres ont fait l'objet d'implications au niveau de certains ministères. Pas le seul ministère des Mines, mais surtout le ministère du Commerce. Je vous dis, il y a des lettres, on ne peut pas parler de toutes ces lettres-là tout de suite. Mais je vous dis tout simplement, la SONABI, la dernière lettre de la SONABI traduit un aveu d'impuissance, alors on garde le statu quo. Mais maintenant, le danger, si les autres marketeurs venaient dire à la SONABI, nous aussi, nous allons maintenant commander dans les mêmes conditions. Et la SONABI refuse. Violation, n'est-ce pas, du principe d'équité. La concurrence. Et la SONABI aurait des problèmes. Mais quand nous savons que chaque fois que le gouvernement décide de mesures sociales se traduisant par une subvention, ou bien comment on appelle ça encore? Une exonération. Au niveau des prix des hydrocarbures à la pompe, des fois on accorde cela à la population, au peuple. Comment on peut appeler ça encore? La subvention de l'État? Non, ce n'est pas la subvention. Passe-moi le mot que je n'ai pas à trouver. Bon, mais je dis c'est la SONABI qui prend le contre-coup en termes de trésorerie chaque fois que l'État décide de baisse du prix du litre. Parce que l'État ne règle pas à la SONABI systématiquement ce qu'il lui demande de faire comme un rabais au bénéfice de la population ou de la SONABEL. Donc vous ne pouvez pas laisser cette unité-là et essayer de la convaincre de laisser tomber. Voilà ce que je viens de dire là. D'accord. Lionel, encore une fois, oui, à la lumière de tout cela. Parce que nous avons vu des lettres de remerciement. Des lettres de remerciement adressées à un ministre. Par une société minière? Par Essakane.
D'accord. Oui, mais la question encore, Lionel, quand on voit peut-être le président de l'Assemblée nationale révolté, le Burkina ne peut pas se permettre d'aller faire ça ailleurs. Ce n'est pas normal que des sociétés étrangères viennent dans notre pays, ne respectent pas les lois, les règlements de notre pays. Finalement, qui doit organiser ça? En fait, la question, elle est là. Si l'autorité n'est pas capable de faire respecter les textes, est-ce que c'est la faute aux sociétés minières? Pas du tout. Les sociétés minières jouent le jeu du tout gagnant. C'est tout simple. C'est à l'État burkinabé de défendre le plus possible les intérêts du peuple burkinabé. Et il y a là encore, à écouter le député, un problème de compétence ou en tout cas de professionnalisme. Parce que, comme vous le dites, on se base sur des textes, des écrits et des conventions. Moi, j'aurais aimé peut-être qu'au moment où la SONABI sait que techniquement, elle ne pouvait pas accueillir ce type de carburant, qu'elle écrive justement et signe un accord de délai. Mais ça a été fait comme ça. Et bon, si ça a été fait comme ça, il n'y a pas de... Est-ce que le délai a dépassé, justement? Oui, c'est dit que la SONABI a dit c'est à titre provisoire. Et c'est écrit. Carrément. Voilà. C'était la première lettre date du temps du directeur général, M. Hubert Yaméogo. Et l'accord a été donné avec, justement, l'expression une autorisation spéciale provisoire. Et avec un délai de fin? Non, vous ne pouvez pas mettre un délai puisque vous ne savez pas quand vous allez être prêt. Mais quand nous avons été prêts, nous avons écrit pour dire maintenant nous sommes prêts. Et nous disons à partir du 1er janvier 2017, vous ne pouvez plus importer. Et donc, je pense qu'il y a une question de compétence, il y a une question de volonté politique, et je dis encore, si on en est là, c'est qu'il y a une question de connivence. Le député vient de parler tout de suite d'une lettre de remerciement adressée par Essakan à un ministre dont ils ont eu connaissance, la commission. Ça veut dire que c'est un fait clair. Il faut justement dépolitiser le secteur minier. On ne peut pas éviter qu'il y ait des lobbies, mais en dehors de ça, lorsque les intérêts sont trop flagrants, ça révolte. Vous voyez la question de l'UITS. C'est pour recouvrer au total à peu près 60 et quelques milliards. Et on a fait une surchauffe sociale dans ce pays-là à cause de ça. Par ailleurs, l'État a des manques à gagner dans un secteur aussi stratégique que les mines, pour un montant supérieur à ce qu'on recouvre en termes d'UTS qui a créé une surchauffe sociale. Et puis là, rien du tout. C'est comme si c'est un aveu d'impuissance. Et effectivement, vous dites bien, il faut faire attention à ne pas diaboliser les mines. Nous devons nous en prendre qu'à nous-mêmes et à l'État. Le jour où nous aurons des textes clairs, un professionnalisme adapté à ce secteur, avec une formation accrue, nous pourrons justement discuter d'égal à égal avec ces multinationales-là. Mais il faut de la fermeté et il faut des hommes capables de tenir face à ces multinationales-là. Aucune multinationale dans un pays ne refuse de respecter les textes et les lois lorsque toutes les conventions sont claires, signées et appliquées. C'est tout. Et je pense que la faute ici, c'est l'État. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce laxisme, justement? Mais c'est la connivence, justement, des intérêts cachés qui expliquerait justement que l'on soit arrivé là. Je vous disais il y a de cela quelques mois que ce sont les sociétés minières parfois qui payent les billets d'avion de notre administration, y compris du ministre des Mines, pour aller assister à des réunions à l'étranger concernant le secteur minier. Dans ce cas-là, quand vous allez tout frais payer, blanchi, logé, nourri par le minier, quelle aura vous aurez et quelle liberté de décision ou d'imposition vous aurez dans cette réunion-là? Parce que même votre aller-retour a été financé et payé par les mines. Le ministère des Mines n'a pas assez de budget pour prendre en charge son personnel. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir pitié du peuple burkinabé. Et puis mettre un peu de sérieux dans des secteurs aussi stratégiques. Et là encore, nous on parle du gain, des finances. Imaginez le désastre sociologique qui se passe sur les sites aurifères. Allez voir les populations, des enfants avec des plaques, comme s'ils avaient la gale à cause de la pollution de l'eau. Certes, ce n'est pas dû aux sociétés minières industrialisées, c'est aussi dû au secteur, à l'orpaillage. Mais le tout mélangé fait que les populations, l'environnement est complètement déstructuré. Parce que sur la question, par exemple, de la réhabilitation, il y a un fonds, le fonds d'intervention justement pour l'environnement qui est là aujourd'hui. On a parlé de Kalsaka qui a cotisé, justement. Il y a de l'argent, je pense qu'on parle de quelque chose de 26 milliards ou quelque chose de ce genre. Non, pour le total, c'est 39 milliards. 39 milliards. Mais Essakan, du moins Kalsaka, c'est 1,7 milliard. Bon, mais je pense que... Bon, les mines, effectivement, contribuent à ce niveau, cotisent.
Si les mines ont cotisé, même s'il y a des... La question, c'est est-ce que ça rentre dans les banques commerciales? Est-ce qu'on va à la BCEAO? Non, ce débat aussi au qui départ, se pose, au départ, c'était logé dans les banques commerciales. Je crois que c'était autorisé. Mais la mission d'enquête de 2016, la commission d'enquête de 2016 avait recommandé que tous ces fonds-là soient transférés à la BCEAO. Alors, là-dessus, sur les 39 milliards, je crois, il y a seulement 4 milliards qui sont arrivés sur les comptes de la BCEAO, alors que les 13 comptes ont été ouverts vraiment par le ministère de l'Environnement, donc gestionnaire du FIE. Donc, le ministère a fait ouvrir tous les comptes. Mais le reste les transferts, nous sommes à 4 millions, 4 milliards. Le reste, c'est encore dans les comptes commerciaux. Alors, c'est un problème. Nous avons demandé pendant la mission pourquoi. Et dans une des mines, on nous a dit parce qu'à la BCEAO, ce ne sera pas rémunéré. On dit, mais cet argent appartient quand même à l'État. Si l'État dit d'envoyer à la BCEAO, mais il faut transférer. Vous ne pouvez pas faire son bonheur à sa place. Alors, donc, ça reste encore... le ministre nous disait hier que peut-être ça allait se pénaliser, mais nous disons quand même que ça a pris du temps. Et pourquoi? C'est grave ce qui arrive, hein, et c'est très grave. Moi, je pense qu'il faut penser à créer le Conseil supérieur des mines, parce que la Chambre des mines existe. Il y a les structures de contrôle, mais qui sont arrimées encore à l'État. Ouais. Toujours en face avec les mines. D'où encore je parle de connivence. Il faut créer une structure indépendante qui va intégrer dans cette structure indépendante les acteurs de la société civile, les acteurs des populations concernées, les acteurs de l'État. Les mines également pourront avoir un représentant, mais une structure indépendante qui va suivre de près l'action du secteur minier au Burkina Faso. Et j'élargis même en disant l'énergie. Il faut créer le Conseil supérieur des mines et de l'énergie, capable de contrôler, de superviser, de suivre. Et surtout également, ça fera un espèce de choc en cas de conflit social. Parce que ce conseil-là est indépendant. N'a pas de parti pris ni pour l'État, ni pour le secteur minier, qui parfois, quand il y a un conflit, paye les pots cassés. Généralement, ce sont les mines qui sont brûlées, ce sont les mines qui sont attaquées, et ça joue énormément aussi, sur la psychologie des les miniers. Recettes, par exemple, que le secteur minier apporte dans la construction du budget national. Il faut faire aussi attention justement aussi à ne pas trop monter l'opinion contre les sociétés minières, parce que effectivement, quand on en arrive à des blocages de sociétés qui ne fonctionnent pas, ça aussi, c'est un manque à gagner pour l'État en termes de recettes. N'est-ce pas, Monsieur Bourzi? Oui, bon. 2018, comme c'était 252 milliards, je ne pense pas que ce soit pour cela qu'il faut laisser faire tout ce qu'ils veulent. Ça pourrait être plus que ça. Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que le discours tel que tenu aujourd'hui par l'autorité n'est pas dans la tendance à se déresponsabiliser, encore une fois, c'est-à-dire que pour l'autorité, quand on entend l'autorité parler, ce n'est pas ma faute, c'est la faute aux sociétés minières. Est-ce que ce discours-là n'est pas de nature justement à créer des problèmes au secteur minier, quand on sait aussi que c'est beaucoup d'emplois pour les Burkinabés aussi, et des recettes également pour l'État? Mais c'est un discours de lâcheté. C'est clairement un discours de lâcheté, d'abandon total et de déni de sa propre responsabilité. Je dis encore une fois, les miniers jouent le jeu, et ils jouent le jeu proprement pour leur compte. Et tant mieux, et c'est comme ça. Et là, c'est à l'État burkinabé de jouer le jeu de façon transparente, comme il se doit, pour défendre les intérêts de la population. Nous avons trop de problèmes pour laisser de l'argent en déperdition par manque de compétences ou par manque de rigueur dans la gestion de notre bien commun. Et là encore, je dis une fois, nous sommes assis à Ouaga, nous parlons. Les populations souffrent dans les zones aurifères. Les populations souffrent. Et c'est tellement grave. Il faut faire un tour et vous verrez. Nous avons eu le témoignage de certaines populations qui disent, mais pour eux, le boom minier est finalement une malédiction. Une malédiction? Peut-être que le fonds minier viendra régler, corriger. Espérons-le. Espérons-le. Mais ce que lui, il dit, perception. Au niveau environnemental, je ne sais pas comment on va régler ça. Le ministre a avoué hier l'impuissance de l'État à discipliner, par exemple, les orpailleurs.
Et là, l'orpaillage artisanal fait autant de dégâts que les mines industrielles, mais avec aucun espoir de réhabilitation. On est à 8 millions seulement de recettes du fonds minier de réhabilitation et de sécurisation des sites miniers artisanaux. Le défi est surtout à ce niveau. 8 millions. Oui. L'ANEMAS ne fonctionne pas. L'ONACIM non plus. Les 8 millions ne sont même pas encore répartis entre ces structures-là. Donc, ça dit qu'il n'y a aucun début de restauration des sites miniers artisanaux. Pourtant, toutes nos régions sont trouées. Oui. Et le cyanure et les produits chimiques prohibés sont utilisés à profusion. Et il n'y a rien à faire. Donc, pour conclusion, c'est qu'il faut restructurer véritablement ce secteur. Il y a certes un code minier qui est là, très applaudi, mais visiblement, il y a encore des réalités juridiques qui ne sont pas assez maîtrisées et qui font que aussi les sociétés minières ont l'impression qu'on veut leur forcer la main. Comment on fait tout dans ce sens-là, sans oublier aussi le dialogue qui doit être permanent entre sociétés minières et l'État, pour permettre justement qu'on puisse accorder les violons par rapport à la vision et par rapport au développement de ce pays? Voyez-vous, la deuxième recommandation de la mission, c'est quoi? L'organisation des assises nationales sur le secteur minier au Burkina Faso, dans le but d'opérer une refondation de la gouvernance du secteur minier. Ça, c'est notre deuxième recommandation. Il y a un véritable problème de gouvernance, justement. Parce que ce n'est pas seulement les textes. Comme lui, il a dit, les textes sont là. On va les multiplier à l'infini. Mais si on ne les applique pas, il y a un proverbe latin qui dit, quand les lois se multiplient, c'est que la République est corrompue. Voilà. Merci. Oui, Lionel, pour terminer sur ce sujet, justement, que faire? Que faire pour faire en sorte que, justement, les Burkinabés profitent davantage de ce secteur et qu'on n'ait pas l'impression que les sociétés minières pillent nos ressources et s'en vont? Que faire? L'État doit s'assumer. L'État doit s'assumer. L'État doit faire preuve de transparence. Et le débat n'est pas entre l'État et les miniers, parce qu'il s'agit du sous-sol et du bien commun des Burkinabés. C'est pour ça que la proposition des assises est quelque chose de fondamental. Il faut rendre cela transparent, permettre même aux villageois, dans le village le plus proche des zones impactées, de venir s'exprimer. Les gens ont une haine dans leur cœur parce qu'ils subissent et ils n'arrivent même pas à extérioriser ce qu'ils subissent. Et ça, c'est très grave. Il faut donner la parole à ceux qui sont les plus touchés, les plus impactés par le secteur minier. Ensuite, à travers ces assises-là, on peut se dire que c'est l'occasion d'une promesse nouvelle, c'est l'occasion d'une gouvernance nouvelle, c'est l'occasion d'une page ancienne à tourner et à regarder de l'avant, avec le secteur minier, avec les exploitateurs miniers, avec l'État et avec les populations. Parce qu'il y a 3 acteurs. Il y a l'État, il y a les miniers et il y a les populations. Et malheureusement, nous avons déjà constaté des cas de conflits graves entre les miniers et les populations. Et à chaque fois, l'État est resté parfois silencieux. Il faut justement que ça change pour que le Burkina Faso renaisse, pour que le Burkina Faso retrouve en fait son éclat quelque part et aussi puisse profiter des mannes de ce secteur minier pour amorcer un développement certain dans le sens de ces populations. C'est très important. Dans certaines régions où il y a manque d'écoles, il y a manque d'eau potable, il y a manque d'éducation, et on tire des milliards et des milliards, on pompe des milliards dans le sous-sol burkinabé, c'est énorme. Et il faut à un moment donné faire preuve de pitié pour ces populations-là. Moi, j'y crois. Vous avez encore un mot, apparemment? Sinon, ça va, on est en fin d'émission. On a fait, mais il n'y a pas de problème. Ouais. Sinon, effectivement, comme il est dit, je dis ces assises-là sont nécessaires et doivent être inclusives, que les populations puissent s'exprimer, même pas seulement à travers les conseils municipaux, les collectivités, mais à travers même vraiment des organisations de société civile, parce que nous avons écouté, nous avons vu des cas, mais qui sont des bombes qui vont bientôt exploser. Une mine qui est en train de se développer et qui désintéresse les gens à hauteur de 378 000 francs de croix l'hectare. Mais il désintéresse le propriétaire qui exploite le champ. Mais le propriétaire terrien qui a donné son champ, sa terre à quelqu'un, lui, il est quoi dans cette... La mine dit, elle, ne connaît pas cette histoire. Mais est-ce que, là encore, qu'il n'y a pas de texte qui encadre ça? Oui, mais il y a texte. Mais ici, là, il y a problème quand même. Voyez-vous, moi, je suis propriétaire terrien.
coutumièrement parlant. Je cède mon terrain gracieusement à un voisin pour qu'il l'exploite. La mine arrive, on mesure son champ, on lui donne 300. La question, c'est que dit le code minier par rapport justement à cette question de Donc, terre. on transfère le problème dans le milieu. Parce que si c'est clairement établi que c'est le propriétaire terrien qui doit être dédommagé par rapport à la terre, c'est lui. Il n'y a pas question que ce soit celui qui l'exploite. Oui, mais si les textes aussi ne sont pas clairs à ce niveau, c'est tout le problème, tout ça. Merci, on aura d'autres occasions de parler justement de ce secteur. Merci. On va tout de suite aller du côté du Mali pour prendre justement les nouvelles de l'opposant, le chef de file de l'opposition politique malienne Soumaïla Cissé, toujours détenu. De plus en plus, des voix se lèvent, des acteurs politiques, mais aussi des acteurs culturels pour appeler donc à sa libération. J'exprime mon soutien au président Ibrahim Boubacar Keïta, et à son gouvernement et au peuple malien pour tous les efforts entrepris pour la libération de notre frère et ami Soumaïla Cissé. En tant que chef de famille, en tant que politicien, an bɛ se ka mɔgɔ caman de bɛ yen olu bɛ se ka juguyaw kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ sɛgɛrɛ mais ne b'a dɔn maliyɛn si ka souhaité nin ye mɔgɔ minnu ye nin waleya in kɛ an b'u deli n'u ko ko ala ko de don an b'u deli o ala de kosɔn u ka Soumaïla segin an ma hɛrɛ la bonya la karama la a k'a ka baara kɛ a cogoya la u ka sabali ala kosɔn. Je sais que nous sommes tous engagés pour la lutte contre le coronavirus. Mais je voudrais à travers cette vidéo inviter tous mes amis, toutes mes connaissances, tout le peuple malien, tout le peuple africain, partout où vous êtes dans ce monde selon vos capacités, je vous demande une mobilisation, un engagement pour demander la libération sans condition de l'honorable, le président Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne. Oui, mesdames et messieurs, j'exhorte les autorités maliennes à user d'une diplomatie exceptionnelle pour la libération de cette personnalité. À son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, garant de la souveraineté nationale, d'œuvrer de toutes ses forces pour la libération du président Soumaïla Cissé, notre compatriote, notre frère, notre papa, notre ami. Nous comptons sur vous, nous ne l'oublions pas, ne le laissons pas entre les mains des gens qui l'ont pris, qui l'ont gardé, et nous voulons avoir de ces nouvelles, qu'ils soient en bonne santé. Vraiment, c'était mon message. Je vous demande ce cadeau, ce grand cadeau, la libération sans condition. Oui, Lionel Bilgo, une mobilisation internationale qui se met en place pour demander la libération donc, du chef de l'opposition politique malienne. Les mois s'écoulent et il est toujours entre les mains de ses ravisseurs et ça commence à inquiéter. Oui, et c'est une mobilisation pieuse, c'est une mobilisation noble. Et d'ailleurs, j'associe ma voix à celle de tous ceux qui les font vibrer pour demander justement également sa libération. Non seulement la libération de Soumaïla Cissé, mais la libération de tous ceux et celles qui ont été pris en otage dans ce conflit terroriste depuis le début en Afrique de l'Ouest. Et c'est très important que ces gens-là retrouvent leur famille, retrouvent leur travail, afin que l'Afrique puisse espérer encore se développer mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui. Et je crois que les mois s'écoulent, les jours passent et finalement la panique gagne du terrain et on commence justement à se poser des questions. On n'a pas de signe de vie, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort. Nous espérons vraiment que ceux qui l'ont pris en otage entendront le cri et les appels de ceux qui se mettent en action et entendront également mon appel, le mien, pour permettre une libération de Soumaïla Cissé et de tous ceux et celles qu'ils ont en otage. En tout cas, du côté de Bamako, et selon certaines informations qui nous parviennent, c'est qu'il va bien, qu'il pourrait en tout cas incessamment être libéré, mais jusque-là, ça reste donc des
ce pas des informations assez fiables. On sait que du côté de l'autorité politique, du côté donc des autorités maliennes, effectivement, on mène une diplomatie souterraine aussi à ce niveau. Mais ça reste que jusque-là, on se demande pourquoi jusque-là, l'homme n'est pas encore libéré. On s'interroge toujours. Mais ce sont des actions qui doivent nous faire garder espoir. Garder espoir parce que tout simplement, cette mobilisation prouve encore une fois que les hommes savent parfois mettre de côté leurs différences idéologiques pour se mettre ensemble et demander ce qui semble être humainement respectable. Et encore une fois, je dis là que j'espère que ceux qui l'ont pris en otage entendront la voix de tout ce monde-là et comprendront qu'effectivement, il n'y a pas intérêt à garder des hommes et des femmes sous leur joug et qui pourraient servir leur pays noblement ou servir leur famille, en tout cas, et mieux que là où ils sont gardés en ce moment. Effectivement, c'est une inquiétude pour l'ensemble de la communauté internationale. Et je pense également que la pression quand même est du côté du gouvernement, parce que quand même on a entendu toutes les théories possibles de conspiration ou de connivence. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que le président Ibeka, vous le savez, il y a de cela quelques jours, est sorti de son silence pour donner de la voix et demander et supplier d'ailleurs que Soumaïla Cissé soit libéré. Et je crois que la seule manière pour eux de montrer patte blanche, c'est de mettre toute la diplomatie malienne en exergue pour permettre sa libération. Ce n'est pas impossible parce que des otages ont déjà été libérés et Soumaïla Cissé pourrait être libéré. Soumaïla Cissé pour être libéré. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Monsieur Bonzi, vous êtes député, il est le chef du fil de l'opposition politique, il est député, et c'est d'ailleurs en pleine campagne qu'il a été enlevé. Nous avons été très choqués, effectivement, d'apprendre l'enlèvement, donc, je l'ai dit, du camarade Soumaïla Cissé, puisque quand même, bon, sur le plateau, je ne l'ai pas dit, je suis également donc, de ce CFOP-là. Et donc, nous sommes vraiment de cœur avec sa famille, avec le peuple malien. Je crois en la matière, on ne parle plus d'opposition ou de... La preuve est que toutes les voix s'élèvent maintenant pour réclamer vraiment. Mais j'ai dit, pourquoi maintenant? Ça s'est passé comme où il n'y avait pas encore les élections. Mais on n'a même pas fait, on n'a même pas tenu compte pour faire même pas un point virgule au processus de l'élection. On est allé. Je crois qu'il il a été élu. Il a été élu. Mais avec quel résultat? Il est élu, mais il n'est pas là, il est détenu. Il a fallu que vraiment des gens s'élèvent, des voix s'élèvent, pour que finalement, bon, je l'ai dit, le régime malien, bon, mais c'est bien, il n'est jamais tard pour mieux faire et pour bien faire. Ils ont levé la voix, ils supplient, nous joignons notre voix. En tout cas, à toutes ces voix-là aussi pour réclamer vraiment sa libération et invoquer vraiment la clémence de ces gens-là. Ils connaissent Dieu, comme l'autre le disait tout de suite en Bambara, ils connaissent Dieu, ils n'ont qu'à regarder à ce Dieu est libéré, cet innocent-là. Merci. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter au chef de l'opposition politique malienne, Soumaïla Cissé, la libération, et très vite, pour qu'il regagne sa famille et qu'il regagne aussi le Parlement malien pour continuer à apporter sa voix au débat démocratique et pour donc, le développement du Mali. Merci à vous d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci bien. Ça sera tout pour ce numéro du 7 Info. Merci. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.